Merci de m'avoir invité, ma chère Mireille, à prendre la parole aujourd'hui. Donc j'ai créé l'association Sherpa en 2 mots il y a une douzaine d'années parce que justement, ayant travaillé pendant des années pour essayer de mondialiser la responsabilité internationale des grands acteurs de crimes de sang, j'avais considéré que le XXIe siècle, je n'étais pas le seul, allait être l'affaire d'une autre dynamique, c'est-à-dire de responsabiliser à l'échelon international les grands criminels d'argent ou les grands criminels environnementaux. C'était l'ambition de Sherpa. Et nous avons mené un certain nombre d'actions judiciaires et beaucoup milité pour inscrire dans le marbre de la loi le principe de cette responsabilité. Et c'est évidemment à l'aune de cette expérience que je vais réagir aux propositions qui sont aujourd'hui sur la table. Première idée très simple, avant de visiter cette idée qui est au cœur de nos débats, quel remède à ces irresponsabilités, il faut d'abord constater ensemble l'émergence de nouvelles responsabilités et de nouvelles irresponsabilités. Et c'est le croisement des deux qui fait toute la complexité et la difficulté de la tâche. Les nouvelles responsabilités, ce sont des responsabilités sans sanction, sans normes, des nouvelles responsabilités pour être encore plus irresponsables. Ce sont celles qui sont au cœur de la doxa, de la grande messe planétaire orchestrée chaque jour de façon complexe, de façon contrastée, de façon hétérogène par les grands acteurs du marché. Et les nouvelles irresponsabilités, ce sont celles que permet la mondialisation financière et économique, c'est-à-dire au bénéfice de ces mêmes acteurs responsables et irresponsables, de s'organiser pour se mettre le plus possible à l'abri du juge national ou du juge international, qui d'ailleurs n'existe pas. Voilà le constat qu'on peut faire. On peut faire un deuxième constat, c'est que ce miroir inversé entre ces nouvelles responsabilités sans sanction, ou avec de faibles sanctions, ou des sanctions peu dissuasives, et ces nouvelles irresponsabilités fabriquent une intolérance qui ne cesse de s'universaliser, qui est source d'exaspération et de violence, à ce qui est perçu comme une forme de double langage, voire même de double langage cynique. Et c'est cette radicalité qui explique aussi les impasses dans lesquelles la société civile que je représente ici plonge et se noie, c'est-à-dire un maximalisme judiciaire, c'est-à-dire rêver d'une responsabilité sans faute, c'est-à-dire dire que les crimes contre l'environnement sont des nouveaux crimes contre l'humanité, c'est-à-dire toute cette dilution des concepts qui, au fond, fait qu'on ne cesse que de faire une chose, se tirer une balle dans le pied. Donc voilà le constat important. Et en miroir à cela, une intolérance aussi des entreprises à ce qui est aujourd'hui leur grand talon d'Achille, c'est-à-dire leur réputation éthique. Parce que leur réputation éthique devient aujourd'hui un élément de richesse, d'enrichissement à long terme des entreprises, mais en même temps un grand élément de fragilité. Et c'est cette fragilité qui explique, par exemple, que 15 jours après que nous ayons obtenu, il y a un mois, l'ouverture d'une enquête préliminaire sur une plainte que nous avons déposée après une enquête faite au Qatar visant des faits de complicité d'esclavage contre le groupe Vinci, enquête très sérieuse, difficile, dans des conditions parfois clandestines, nous avons reçu une citation du groupe Vinci qui nous demande 400 000 € de dommages et intérêts pour diffamation, c'est-à-dire le double du budget de Sherpa. Je ne suis pas inquiet. On doit gagner, ou au pire, ça sera 1 €, et ça sera 1 € qui sera une forme d'hommage. Mais juste pour vous dire qu'on voit bien qu'il y a une grande réactivité des entreprises quand, justement, on les prend les mains dans la confiture de ce double langage, c'est-à-dire l'affirmation d'une responsabilité internationale et en même temps, en fait, une intolérance lorsqu'on démontre la dualité entre les engagements éthiques et la réalité. Alors, il faut se poser aussi une deuxième question. Quelle est cette nouvelle responsabilité? Et j'ai envie de dire qu'il s'agit d'une responsabilité tout à fait hybride, complexe, et qui nous oblige à inventer des nouvelles figures de la responsabilité et de la solidarité. Le 19e siècle et le 20e siècle, je vais vite, ont été l'affaire de la responsabilité des États et des grands acteurs de crimes de sang, crimes contre l'humanité, génocide, qui ont abouti à la création de la Cour pénale internationale, et des sanctions collectives contre les États, avec toute l'ambiguïté que ces sanctions charrient. Et aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est d'une co-responsabilité. Après la responsabilité de protéger les Nations Unies
dans les années 2000, aller au secours des populations en danger de mort, nous devrions être tous co-responsables d'une obligation de secours d'une planète en danger de mort. Et c'est cette co-responsabilité qui est source de beaucoup d'ambiguïté, de beaucoup de complexité dans les nouvelles figures juridiques qu'il nous faut appréhender. Autre idée essentielle que je voulais partager avec vous, cette co-responsabilité, elle est source d'une hétérogénéité croissante dans le comportement des acteurs économiques. Le grand fonds gouvernemental norvégien, qui pèse des centaines de millions de dollars, a annoncé son désinvestissement dans les industries du carbone il y a 15 jours à 3 semaines. C'est le premier grand acteur financier au monde qui le fait. Mais c'est la Norvège, ils ont du pétrole, donc c'est évidemment un comportement formidable, mais sans doute assez atypique. Au même moment, les grands lobbies, au soutien du patronat européen, essayent d'imposer, ils vont y arriver, une directive à Bruxelles qui devrait renforcer la protection du secret des affaires. On va renforcer la protection du secret des affaires au moment où on prétend en même temps renforcer la protection des lanceurs d'alerte. On voit bien là une dualité, un dualisme, voire même une forme de schizophrénie particulièrement spectaculaire. Et au même moment où les fonds de pension éthiques investissent les entreprises qu'on peut souhaiter, un autre mouvement à miroir inversé, la logique court-termiste qu'implique la financiarisation de l'économie va exactement à l'envers de ce que prétendent les fonds de pension éthiques. C'est-à-dire que les fonds de pension éthiques s'inscrivent dans une logique qui est le long terme. Il faut être dans le long terme pour prétendre être co-responsable de la protection de l'intérêt général. Et moins on est dans le long terme et plus on est dans le court-termisme, plus on s'éloigne d'une co-responsabilité parce qu'on s'éloigne précisément d'une exigence de protéger l'intérêt général. Et puis il y a d'autres facteurs pour nous rendre, si besoin était, pessimistes, même si, vous l'avez compris, je suis un pessimiste extrêmement actif, en tous les cas j'essaie de l'être. C'est au-delà de la financiarisation de l'économie, au-delà de la dictature du court-termisme qui aujourd'hui envahit quand même toute la sphère de la mondialisation économique, il y a la crise économique. La crise économique qui fait qu'il y a 1 an et demi, avec des grands patrons, dont M. Frérot, au sein de la commission Jacques Attali, où on m'a fait l'honneur de participer à ces travaux, nous nous mettons d'accord après des semaines de débats acharnés sur une nouvelle définition dont Katia vient de parler, de l'article 1833 du Code civil. Et on se met d'accord sur le texte suivant. Toute société doit avoir un objet licite, être constituée et gérée dans l'intérêt pluriel des parties prenantes. La pluralité, ça renvoie au fait que l'intérêt du bien-être de l'entreprise, ce n'est pas simplement les actionnaires, c'est aussi les syndicats et les collaborateurs, et concourir à l'intérêt général, notamment économique, environnemental et social. Formidable. Les services de M. Macron s'emparent de cette disposition. Entre-temps, le chômage devient massif. Manuel Valls fait une déclaration d'amour aux entreprises dont chacun a le souvenir. Et cette disposition, qui n'était pas non plus d'une témérité juridique exceptionnelle, passe à la trappe. Donc, on voit bien que les obstacles sont lourds. Et les obstacles sont lourds également pour les victimes de ces comportements. Ils sont lourds parce que la mondialisation fabrique de plus en plus de l'opacité et un véritable parcours de combattants pour ceux qui veulent obtenir réparation des grands crimes environnementaux, financiers ou sociétaux. Et la mise en œuvre des seuls mécanismes aujourd'hui qui existent de responsabilité de nature internationale pour les acteurs économiques n'a jamais été aussi difficile et délicate. Alors le juge là-dedans, le juge est perdu. Le juge est paumé. Et je vous donne quelques exemples, 3 exemples spectaculaires des oscillations des juges européens face à la question de la responsabilité internationale. Dans l'affaire Eternit, vallée de l'amiante, Italie du Nord, dizaines de milliers de personnes contaminées sur des années et des années, bataille pendant des années de procédure, procès symbolique, emblématique, condamnation à 15 années de prison des dirigeants, des dizaines de millions de dommages à intérêts. 1 an après, cassation, et le verdict est annulé ad vitam aeternam. Pour quelle raison? Un motif juridique étrange a surgi dans la pensée des juges, mais montre simplement l'écartèlement des juges entre une pression citoyenne très forte pour responsabiliser ces acteurs économiques et parfois des contraintes juridiques qui les empêchent précisément de consacrer ce principe de responsabilité. 2 autres exemples, Comilog, une affaire initiée par l'association Sherpa.
Il y a un an, nous obtenons pour 600 travailleurs congolais jetés du rail où ils travaillaient le principe de la reconnaissance par le juge français du déni de justice internationale et du rattachement avec la compétence du juge français. Le parquet est de notre côté, fait un avis juridique formidable en disant tous les critères sont là pour consacrer la compétence du juge français. Il y a 48 heures, on plaide devant la cour d'appel, autre avocat général, non. Il n'y a plus aucun lien de rattachement avec la compétence du juge français. Donc, deux discours absolument opposés, et je pourrais en citer évidemment bien des exemples. Alors, quelques motifs d'espérance. Il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale le 30 mars et qui va être en débat au Sénat. Il faut suivre ces travaux, ils vont être extrêmement importants. Est-ce que la France va consacrer dans le marbre de sa loi, d'une façon un peu normative, un peu contraignante, une obligation de vigilance sur les acteurs privés? C'est essentiel. Parce qu'on ne peut pas aller à la COP 21 et sereiner à toute la planète qu'on ait vent debout contre la menace d'une hausse de la température, d'un côté, subventionner, comme on le fait, les travaux de la COP 21 pour se ravaler la façade éthique, et en même temps, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, tirer à vue sur tous les amendements dès qu'ils deviennent un peu normatifs. Parce que la réalité, c'est celle-là. Il ne faut pas la dissimuler. Et le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale est hors trait par rapport à ce que les équipes de Sherpa auraient souhaité. C'est un pas. Il ne faut pas bouder son plaisir, même s'il est modeste, parce que le texte, pour l'instant, ne consacre pas la possibilité pour le juge civil, je ne parle même pas du juge pénal, pour le juge civil, de tirer les conséquences en termes de responsabilité de l'inexécution par une entreprise de son plan de vigilance pour parer aux risques environnementaux et sociétaux, y compris s'agissant des filiales ou des sous-filiales, étant précisé que cette loi ne s'applique qu'à 125 entreprises françaises, compte tenu des critères fixés par le législateur, plus de 5 000 salariés si les filiales sont en France et 10 000 si les filiales sont à l'étranger. Donc c'est un texte très étroit. Et pourtant, nous ne savons pas du tout si finalement, à la fin, ce texte ne va pas terminer comme un texte cache-misère. On verra bien. Mais il faut être tout à fait lucide. Si le texte qui sort de l'Assemblée nationale dans quelques semaines est très éloigné du minimum des aspirations de la société civile, ça veut dire qu'un certain nombre d'acteurs privés vont continuer à tenir un discours à l'envers de ceux qui vont nous chanter pendant la conférence de COP21. Alors, parmi les propositions, moi je trouve qu'il y en a quelques-unes qui sont séduisantes. Il y en a d'ailleurs certaines qui sont déjà dans le texte de la loi, qui a été votée d'une certaine façon le 30 mars 2015. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Et je pense qu'il y a un pas de plus à faire, et quel est ce pas? Les entreprises communiquent pour affirmer leur co-responsabilité. HSBC et UBS, quand on prend l'avion, expliquent qu'elles sont en train de construire un futur bien meilleur pour nos enfants. On peut considérer que c'est une farce. On peut espérer que ça ne le soit pas. Mais la réalité, quand même, c'est qu'on ne peut pas affirmer être co-responsable. On ne peut pas affirmer être dans le devoir et se donner les moyens d'être en vigilance par rapport à des risques environnementaux, y compris à 10 000 km du siège de la société, dès lors que quand on viole son obligation de vigilance, il n'y a pas une sanction à la mesure du cynisme qu'implique la violation de l'engagement et les dégâts pour l'humanité tout entière, puisqu'on affirme être co-responsable. Je termine parce que je vois l'heure qui tourne. Il y a 15 ans, le monde bancaire tout entier a hurlé quand le législateur européen a considéré qu'il fallait renverser la charge de la preuve pour lutter contre le blanchiment. Et en disant, il y a 15 ans, si vous renversez la charge de la preuve dans la lutte contre le blanchiment, vous allez tuer les banques. Pas le sentiment que les cimetières des banques soient remplis d'une façon terrible. Elles se portent plutôt bien. Et elles ont donc survécu au renversement de la charge de la preuve. Moi, je pense qu'il faut universaliser l'obligation de vigilance en cohérence avec les engagements éthiques qui se mondialisent des entreprises. Et le corollaire, c'est qu'il faut universaliser le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'il faut dire à ces entreprises, puisque vous prenez ces engagements, si vous fautez, eh bien c'est à vous de démontrer que vous avez pris les dispositions pour éviter la réalisation du risque. Et ce n'est pas une responsabilité sans faute. Ce n'est pas une présomption de responsabilité, parce que les entreprises, le MEDEF, le patronat, avec beaucoup d'hétérogénéité, parce qu'évidemment il y a des tas de global managers très sincèrement éthiques, disent que c'est une présomption de responsabilité. Ça n'est pas. Le renversement de la charge de la preuve, ce n'est pas une présomption de responsabilité. Donc je pense que là, il y a une proposition importante
universaliser, comme corollaire de l'universalisation de la co-responsabilité et de l'obligation de vigilance, le renversement de la charge de la preuve. Je pense que c'est un combat essentiel qu'il faut mener. Il y en a bien d'autres à mener. Il faut évidemment être attentif à l'évolution des travaux à l'Assemblée nationale. Il faut aussi continuer à se battre pour imposer une nouvelle définition de ce qu'est une entreprise, dans la foulée de cette proposition de la commission Attali. Il faut aussi, c'est un peu mon dada, mais enfin, je n'y résiste pas, protéger mieux qu'on ne le fait les lanceurs d'alerte, parce que la réalité de tout ça, c'est quoi? C'est que plus les entreprises vont prendre des engagements éthiques, sophistiqués, séduisants, attractifs, plus, pour éviter la révélation d'un double discours, on va instrumentaliser les secrets et rendre extrêmement difficile la révélation en interne d'un comportement qui sera contraire à ces engagements. Et donc, il faut impérativement protéger les lanceurs d'alerte, leur accorder une forme d'immunité, s'agissant de ceux qui, du fond de l'obscurité, d'une grande entreprise pharmaceutique, d'une grande entreprise minière ou charbonnière, viendront dire les dirigeants ont pris des engagements lors de la conférence COP21, se sont alliés pour lutter contre l'effet de serre, mais en fait, la réalité, c'est qu'on laisse faire absolument l'inverse, voire que parfois, on continue à payer des experts pour prétendre que le GIEC, c'est une association d'oiseaux de mauvais augure. Voilà, j'ai dit les choses de façon trop simpliste, c'est évidemment plus complexe. Je ne gâche pas que demain, Sherpa systématiquement ne recevra pas du papier bleu chaque fois que nous allons ferrailler contre l'entreprise. D'ailleurs, nous avons été à l'origine de médiation réussie avec le groupe Total, ça n'allait pas de soi, et avec le groupe Areva, même si ensuite je l'ai dénoncé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la nécessité aussi, pour mon propre camp, c'est-à-dire la société civile, de se hisser en termes professionnels, de sortir de petits angélismes et de petites naïvetés coupables, et de bien embrasser la complexité extrême du monde et des enjeux, il y a une vraie réalité qui est la suivante. C'est que tous les engagements qui vont être pris par les États, s'ils ne sont pas suivis par les entreprises, risquent des désengagements qui risquent de faire chou blanc. Et que, in fine, ce qui fait que la mondialisation pourra peut-être s'humaniser, c'est que la proportion parmi les grands global managers de la planète, sincèrement éthiques, et qui sincèrement considéreront qu'on peut être à long terme de plus en plus rentable parce qu'on est de plus en plus respectueux des engagements éthiques, eh bien il faut rêver, imaginer ensemble que cette proportion va être croissante et non pas décroissante, comme malheureusement on peut le craindre encore aujourd'hui. Je vous remercie.